Je suis juriste, mais une juriste pas tout à fait comme les autres. Alors pourtant, mon parcours commence de façon très classique. Je fais une maîtrise de droit à l'université de Rouen et au même moment, le conflit en Bosnie éclate et le Rwanda meurt sous les coups de machette génocidaires. Je suis plus passionnée par l'actualité que par la procédure et je décide de faire du droit international. Je veux comprendre à quoi servent les Nations Unies, les conventions. Me voilà à Paris. Je suis reçue à l'Institut des hautes études internationales et un soir, je rentre chez moi. J'ai pris un verre avec des amis, il est 1h du matin. Je n'ai pas envie de dormir et je rentre dans mon petit appartement au pied de la butte Montmartre. J'allume la télévision et je vois cet homme. Il a l'air d'être dans un tribunal, tout est très solennel, des juges en robe. Il a l'air très stressé aussi. Et puis au fur et à mesure, je comprends qu'on est en train de parler de la Bosnie, du massacre de Srebrenica, un génocide, et que cet homme est en train de raconter qu'il a exécuté des dizaines de musulmans. Je le regarde, il a 26 ans, moi j'en ai 25. Des images me viennent de criminels de guerre, Adolf Eichmann, Klaus Barbie. Et je regarde cet homme si gringalé, si chétif, si stressé, et je me dis, mais c'est ça, un criminel de guerre? Et je m'endors sur cette image. Le lendemain, en me réveillant, je comprends que je viens de découvrir que la justice pénale internationale est en marche à travers ce tribunal et que je l'ai découvert à travers les yeux de Drazen Erdemovic. Alors je décide d'en faire mon sujet de recherche. Et ce tribunal pénal international, c'est quoi? À quoi il sert? Et de quoi on parle? Eh bien, on parle du conflit en Bosnie, de cette guerre. Mais c'est plus qu'une simple guerre. Le conflit en Bosnie, c'est le siège de Sarajevo, ville martyre, 4 ans et demi. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort. La population meurt sous les tirs des snipers aveugles, hommes, femmes, enfants. Mais la Bosnie, c'est aussi un nettoyage ethnique, planifié, organisé, pensé. Ce sont des camps dans tout le pays. Et puis la Bosnie, c'est une apogée, la chute de l'enclave de Srebrenica qui fera trembler le monde entier. 8000 personnes exécutées en 5 jours, des milliers qui fuient dans la forêt. Certains même se suicident plutôt que de se rendre. Ces personnes-là, on les retrouvera dans des charniers, des années plus tard. Quand on les aura identifiés et enterrés, leurs noms défileront encore aujourd'hui au mémorial de Potocari. Alors, le conflit en Bosnie, il a marqué énormément de gens. Mais moi, ça me touche particulièrement. Alors je me demande pourquoi. Moi, je suis née à Moulins, dans l'Allier. Moulins, c'est le centre de la France, mais c'est aussi à côté de Vichy. Moulins, c'est aussi la jonction, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre la zone libre et la zone occupée. Je grandis dans un milieu modeste. Je passe mes étés à la ferme chez mes grands-parents et j'entends souvent des histoires de fermiers qui, pendant la guerre, ont caché des juifs, des opposants politiques, pour les faire passer de l'autre côté, parce que c'était normal. Mon arrière-grand-père, prisonnier de guerre, les résistants. Et puis, un événement survient dans ma vie, je perds mon papa. J'ai 10 ans, c'est une blessure évidemment, et moi je le vis comme une injustice, je ne comprends pas pourquoi mon papa à moi est mort et pas celui de mes copains. Et puis surtout, je n'y crois pas à sa mort, je l'attends. Il faut vous dire que moi je n'ai pas assisté à l'enterrement de mon père. Alors en l'attendant, un jour, quelques années après, je dois avoir 12-13 ans, je me promène dans la bibliothèque à la maison et je tombe sur un livre. Et ce livre, je sens qu'il ne faut pas que je l'ouvre et pourtant je vais le regarder et
Je vais y trouver des images que je ne suis pas sûre de comprendre, mais ce sont des images des camps d'Auschwitz, d'hommes, de femmes décharnés. Et ce livre a une odeur, et je ne sais pas si c'est moi qui ai inventé cette odeur ou si elle était réellement dans ce livre, mais ce que je ne sais pas encore, c'est que des années plus tard, cette odeur, je la reconnaîtrai dans les charniers de Bosnie. C'est l'odeur de la mort. Me voilà partie au tribunal, ce fameux tribunal pénal international que j'ai vu dans ma petite télévision. Et j'ai un poste très prestigieux, me voilà là, et je vois ces bourreaux qui sont en train de comparaître pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et qui font face à leurs victimes, qui, elles, sont là pour raconter l'horreur. Je suis là et pourtant je commence à me poser des questions parce que je suis fascinée par, encore une fois, l'histoire de ces gens. Le décalage est interloquant entre ces victimes qui viennent de villages du fin fond de la Bosnie, qui n'ont jamais pris l'avion et qui se retrouvent là, dans ce tribunal, avec beaucoup d'écrans, beaucoup de solennité. Tout le monde est très courtois. Et malgré cette carrière prestigieuse qui s'ouvre devant moi, je vais passer quelques années aux Nations Unies et puis un jour, c'est décidé, je quitte tout et je pars en Bosnie, évidemment. Alors d'abord, en Bosnie, j'y fais un parcours personnel, sans projet professionnel. J'ai ce besoin intrinsèque de mettre des images sur ce dont j'ai entendu parler pendant des années. Parce qu'au fond, en m'asseyant dans ce tribunal, je ne savais même pas à quoi ressemblait la Bosnie, alors que je participais au jugement de ce conflit. Et puis, je construis ma carrière professionnelle sur le terrain. Et en 2008, je reviens en Bosnie. Et là, ma vie va basculer par les rencontres que je vais y faire. Et ça va changer toutes mes perspectives. D'abord, je me rends compte que les exécutants et les victimes vivent toujours ensemble, parce qu'en Bosnie, en 2008, La Haye, c'est très loin, la justice n'avance pas, et les gens se côtoient. Et je vais y rencontrer d'abord Zumreta. Alors Zumreta, c'est une femme d'une dignité et d'une sagesse incroyable, des petites joues comme ça rondes, et pourtant, Zumreta, elle a tout perdu. Un jour, un matin, on est arrivé dans sa maison, on a raflé son fils, ses frères, on les a emmenés au camp de Luka. Ils ne sont jamais revenus, ils ont été torturés, exécutés. Elle ne sait pas où ils se trouvent, ni pourquoi tout ça s'est passé. Et puis, il y a cet homme, à Brčko, qui se promène, et tout le monde sait qu'il a participé personnellement à la torture d'un de ses frères. Et cet homme n'est pas inquiété. Alors un jour, je dis à Zumreta, mais Zumreta, t'as jamais eu envie un jour de sortir, de prendre un flingue et de tirer sur ce type? Et Zumreta, elle me regarde avec son sourire un peu cassé et elle me dit non, non Céline. Non parce que ça ne me les ramènera pas, non parce que cette violence, on me l'a imposée et je n'en veux pas. Je ne veux pas leur donner raison. Et si je dois attendre la justice jusqu'à la fin de ma vie, alors ça prendra toute une vie. Zumreta, quand elle parle des charniers, elle ne parle pas de corps, elle parle de personnes. Et c'est auprès d'elle, à Brčko, que je retrouverai et que j'enterrerai ses fils et ses frères. Et puis un jour, on vient me parler de Zvieta. Zvieta, c'est une femme qui a été violée, et le viol est un tabou terrible, partout, mais particulièrement en Bosnie et en temps de guerre. Alors Zvieta, je vais la voir, la première fois que je la vois, j'ai l'impression qu'elle a 75 ans, je pense même m'être trompée de personne, et pourtant non, c'est elle. Et Zvieta, je vais passer des journées avec elle, on va parler de tout et de rien, et puis un matin, elle va tout me dire, elle va tout me raconter. Alors je décide, je convainc sa famille, on va aller au procès, et je ne la lâche plus, Zvieta. Je lui explique dans sa cuisine, je lui mime l'audience, comment ça se passera, les méchants avocats, le procureur. Et le jour du verdict, Zvieta, elle aura cette phrase, elle va me dire « Ils m'ont cru, Céline. Les juges m'ont cru. » Le viol, c'est, pendant la guerre, une arme de guerre. En Bosnie, aujourd'hui, il y a 14 000 affaires de viol documentées. Ça veut dire 3 fois plus, en réalité. 20 ont été traités par la justice, jusqu'à aujourd'hui, 14 par le tribunal de La Haye, et 6 par la justice locale. Alors quand on parle d'épuration ethnique, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de quoi on parle?
Eh bien, on parle d'abord d'une propagande qui est mise en place en Bosnie par Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Ratko Mladic. Mais ceux-là, je n'ai pas très envie d'en parler. Ils comparaissent devant le tribunal pénal international au moment où je vous parle. Slobodan Milosevic est mort avant la fin de son procès. Mais cette propagande aussi, il faut la mettre en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, il faut des gens qui pillent, qui torturent, qui violent, qui exécutent. Vous vous souvenez de cette histoire, Drazen Erdemovic, que j'ai rencontré à travers ma télévision à Paris? Eh bien, Drazen Erdemovic, il a 20 ans quand la guerre en Bosnie éclate. Il est croate, il tombe amoureux d'une Serbe, ils se marient, ils ont un petit bébé. Il grandit dans un milieu multiethnique et la guerre éclate. Et Drazen, il ne la comprend pas, cette guerre. Il va essayer de fuir et il va tomber dans une tornade absurde, celle de l'absurdité de cette guerre. Il va être enrôlé d'abord par les Bosniaques, les Croates, et ensuite, c'est là où son destin va se sceller, il sera enrôlé par les unités de Ratko Mladic, celles qui vont exécuter ces musulmans à Srebrenica. Le 16 juillet 1995, au matin, ce que Drazen Erdemovic ne sait pas encore, c'est qu'on va lui dire, voilà, ta tâche ce matin, ça va être d'exécuter ces civils musulmans qu'on va t'emmener par bus. Et ce jour-là, au tribunal, Drazen Erdemovic, voilà ce qu'il dit. Avant tout, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je tiens à dire que je regrette pour toutes les victimes, non seulement pour les victimes qui sont mortes à cette ferme, mais de toutes les victimes, quelle que soit leur nationalité, de toutes les victimes de la guerre en Bosnie-Herzégovine. J'ai perdu beaucoup de mes amis de toutes les nationalités à cause de cette guerre, alors que je suis convaincue que tous ces amis que j'ai perdus étaient hostiles à cette guerre, tout comme moi, j'en suis convaincue, mais ils n'avaient pas d'échappatoire. Ils n'avaient pas d'échappatoire. Alors, est-ce que Drazen Erdemovic est sincère? On peut en douter. Peut-être essaie-t-il d'émouvoir les juges. Mais moi, je le crois. Et ce que je ne vous ai pas dit, et ce que Drazen Erdemovic va expliquer plus tard, c'est qu'à un moment, on va lui dire, quand on lui dit qu'il va devoir exécuter ces gens, il va devenir fou, il va dire « mais pourquoi je ferais ça ?» Et à ce moment-là, on va lui dire « écoute Drazen, si tu ne veux pas le faire, tu vas dans le peloton d'exécution et nous y amènerons aussi ta femme et ton bébé. » Alors, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Est-ce qu'on a toujours le choix? Et qu'est-ce que l'on doit faire pour que des situations comme ça ne se représentent pas? Et puis, quelque chose qui est plus lié à mon travail, c'est comment juge-t-on quelqu'un comme ça? Alors, comment sort-on de conflits tels que ceux en Bosnie, au Rwanda, et aujourd'hui au Congo ou en Libye, dont je rentre juste? Ça fait 10 ans que je travaille sur les crimes de guerre et sur la réconciliation. Mais la réconciliation, c'est quoi? Celle avec l'autre, le bourreau? Celle avec soi-même? Toutes ces personnes qui sont entrées dans ma vie et qui n'en partiront jamais, qu'est-ce qu'elles m'ont appris? Elles m'ont d'abord appris que la peine infligée au bourreau n'est pas si importante que le fait que les choses soient dites, qualifiées, reconnues. Elles m'ont aussi appris qu'il est nécessaire d'avoir une fenêtre, une voie d'expression pour les victimes, évidemment, mais peut-être pour les exécutants aussi. La justice commence par dire ce qui est, reconnaître et reposer les personnes dans leur statut de personne, dans la société, dans leur part d'humanité. On a tous une graine d'humanité. Cette humanité est-elle acquise ou est-ce une conquête de tous les jours?
un travail sur soi, c'est une constante vigilance. Alors cette graine d'humanité, on peut se demander qu'est-ce qu'on arrose? Est-ce qu'on arrose ce côté sombre ou est-ce qu'on arrose cette petite graine pour que justement cette humanité et cette graine d'humanité n'en finissent jamais de pousser? Merci.